Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Benoît Serex. Bonjour. Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, membre des CDH, les Centres démocrates humanistes bien sûr, député bruxellois également. Est-ce que la menace terroriste dont on parle énormément touche toutes les communes ou est-ce que des communes comme Woluwe-Saint-Pierre sont privilégiées et épargnées ? Non, ça touche l'ensemble des communes et donc il y a des mesures qui sont prises partout sur l'ensemble du territoire bruxellois et il vaut mieux d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en termes d'organisation de nos services de police, ça va poser des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, on nous demande par exemple dans une commune comme la mienne de passer tous les quarts d'heure devant toute une série d'ambassades. On nous demande aussi, et à juste titre, que les policiers ne circulent plus seuls dans l'espace public, mais nous n'aurons plus les équipes à un moment donné pour faire face à ces besoins. Nous n'avons pas le renfort de l'armée à l'instar d'autres zones qui en disposent. Et donc, d'ici 15 jours ou 3 semaines, moi je ne sais pas comment on va fonctionner. Donc d'ici 15 jours ou 3 semaines, vous allez être en manque d'effectifs? On va être en manque d'effectifs, ou bien on va demander alors à nos troupes de devoir faire énormément d'heures supplémentaires, ce qui aussi va poser alors des problèmes en termes de financement. Ouais. Ça veut dire quoi? Dans votre commune, il y a essentiellement des ambassades, il n'y a pas de lieu extrêmement sensible à surveiller? Non, mais alors c'est pas que notre commune, c'est toute la zone, puisque nous travaillons, je suis pour l'instant président de la zone Montgomery, c'est Woluwe-Saint-Lambert, c'est Etterbeek, c'est Woluwe-Saint-Pierre, et donc dans la zone, il y a quand même un certain nombre de lieux à surveiller. Oui, il y a un certain nombre d'objectifs potentiels sur lesquels on a accru la sécurité. Ça veut dire que l'effort qu'on vous demande aujourd'hui, parce que c'est la menace niveau 3, ça ne peut pas devenir un effort structurel. Ça veut dire qu'il faudrait que la menace redescende d'un cran dans les prochaines semaines? Ah non, ça j'ai pas dit, parce que là je m'en réfère évidemment à l'évaluation qui est faite par les autorités fédérales. C'est l'OCAM, l'Office central d'analyse de la menace. Et il faut que la sécurité évidemment puisse être assurée. Je dis simplement, attention, on va manquer de moyens pour faire face à ces besoins qui sont des besoins accrus en ces périodes d'insécurité. Vous seriez prêt à accueillir des militaires avec vos policiers pour faire face à ce problème de surcharge de travail? Mais bien entendu, puisqu'on le voit que ça se passe. Donc c'est oui. Mais oui, on le voit que ça se passe dans un certain nombre de communes de Bruxelles. Je pense que ça doit être une aide temporaire, mais aujourd'hui, en tout cas, moi je soutiens la présence des militaires pour protéger un certain nombre de lieux. Vous vous dites pas, c'est pas tout à fait leur métier, et ça peut potentiellement être dangereux d'avoir des hommes en armes dans les rues qui n'ont peut-être pas les mêmes règles d'engagement que les policiers. Vous savez, moi j'aime bien tous ces gens... Il y a tout un débat, non, mais mais j'aime bien tous ces gens qui ont des états d'âme aujourd'hui. On est face à une situation qui est une situation de crise en matière de sécurité et je pense que tous les moyens doivent être mis pour protéger notre population et l'apport des militaires est un élément à partir du moment où il est bien encadré et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Et il est temporaire, ça veut dire que dans un mois, on va pouvoir redescendre d'un cran si c'est nécessaire. Alors là, dans un mois, on évaluera la situation et on verra bien ce qu'on doit faire. Il y a une réunion des bourgmestres ce soir, enfin des principaux bourgmestres plutôt du nord de Bruxelles concernés par les problèmes de terrorisme et de départ en Syrie avec Rudy Verwoerd. Est-ce que les bourgmestres, d'une manière générale, et je parle aussi pour ceux du sud ou de l'est de Bruxelles, sont bien informés? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a toujours, on en parlait beaucoup il y a quelques mois, toujours des informations qui ne redescendent pas du fédéral, du ministère de l'Intérieur, voire du parquet fédéral qui est chargé des affaires de terrorisme? Alors, je pense qu'on est correctement informé au niveau bruxellois et il y a aussi la conférence des chefs de zone qui fait rapport régulièrement à la conférence des bourgmestres. On en aura encore un rapport mercredi prochain à ce sujet-là. Et chacun son rôle. Il y a aussi des rôles de surveillance plus particulières qui ne relèvent pas de la police locale, qui relèvent d'autres instances et qui manifestement s'opèrent. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à Yvan Mayer, qui dit un peu la même chose que vous ce matin dans la Libre Belgique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de financement, c'est ce que vous nous dites, mais qui dit aussi, voilà, on doit se préparer, il y aura probablement d'autres attentats, la menace ne va pas s'éteindre d'elle-même. Alors sur le problème de financement, ça je peux être d'accord avec lui, et le fait que le fédéral ait notamment diminué de 2% les dotations aux zones de police locale, ça va totalement à l'encontre de ce qu'on doit faire. Par contre, sur son discours sur le fait qu'un attentat serait inéluctable ici à Bruxelles, ça, je trouve que de la part du premier magistrat de la ville de Bruxelles, alors qu'on doit plutôt rassurer la population, c'est assez irresponsable. Ouais. Ça veut dire que vous avez demandé au fédéral de revoir sa copie budgétaire et de refinancer les zones de police? Ah, très clairement. J'attends maintenant un engagement du fédéral à faire en sorte que nous puissions fonctionner, que ce soit la police fédérale, moi j'ai entendu Madame de Boll ce week-end, mais que ce soit aussi les polices locales et qu'on revienne sur la décision de réduire la dotation fédérale aux zones de police locale. Ça veut dire que ça doit être discuté dans le prochain conclave budgétaire au mois de mars? Ah, le plus vite possible et au plus tard au mois de mars. Alors, il y a un plan antiradicalisme qui a été lancé fin de semaine dernière par la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française. Rachid Madran était dans ce studio hier pour le présenter. Il va dans le bon sens? On a pris la mesure des enjeux en communauté française?
Oui, il va dans le bon sens, mais il y a tout un travail de fond à effectuer qui passe aussi par une plus grande responsabilisation. Responsabilisation des jeunes, responsabilisation des familles, responsabilisation des organes de culte ici à Bruxelles. Donc c'est pas en 2 temps, 3 mouvements qu'on va régler ce problème. Ça passe aussi par l'éducation, par la formation, par l'école. Alors il faut un cours de citoyenneté ? Il faut un cours de citoyenneté, très clairement. Il faut un cours d'histoire des religions et on va empiéter sur l'heure de religion ou pas ? Ben, vous savez, la déclaration de politique générale du gouvernement est très claire à ce niveau-là, au niveau de l'enseignement de la communauté, faire en sorte qu'il y ait un cours de citoyenneté. C'est pas pour ça qu'on doit supprimer les cours de religion. Et au niveau de l'enseignement libre, il faut également qu'on ait ce socle de valeurs communes qui soit enseigné au niveau de l'enseignement libre. J'ai entendu 2 versions. Moi, j'ai entendu une version light de Joël Milquet et j'ai entendu une version maxi du président de parti, Benoît Ludgen. Est-ce que Benoît Serec, c'est pour la version médium ou la version light ou la version maxi ? Ça, c'est votre interprétation. Moi, je pense que le cours de citoyenneté, il peut très bien se donner, notamment à l'intérieur des cours de religion. D'accord, donc dans les cours de religion... Bien entendu. Donc pour tous les réseaux, et à partir de quel âge ? Oui, sauf si ce n'est que pour l'enseignement de la communauté française, très clairement, le gouvernement a prévu dans sa déclaration qu'une heure de cours de religion serait remplacée par un cours de citoyenneté. Ça doit être exécuté. Alors, j'ai une question Twitter pour vous, c'est Follet qui vous la pose. Pourquoi avons-nous laissé des regroupements familiaux se faire avec des personnes qui ne connaissent aucune des langues nationales ? Alors, ça, je trouve que... enfin, la question est intéressante parce que je trouve que le parcours d'intégration dont on discute maintenant depuis un certain nombre d'années doit être obligatoire en tout cas dans son volet connaissance des langues. Avoir aujourd'hui des jeunes qui arrivent à Bruxelles, qui commencent un parcours scolaire sans maîtriser une des 2 langues nationales, ça ne va pas. On part immédiatement vers le décrochage scolaire. Ça veut dire que vous avez plaidé en ce sens au Parlement bruxellois ? Ça veut dire que j'ai plaidé en ce sens au Parlement bruxellois, faire en sorte que ce parcours... Mais ça veut dire aussi qu'il faudra dégager des moyens, mais il faut faire des choix. Ça n'a pas toujours été la position unanime des majorités auxquelles vous avez participé. Hein, ça a toujours été... De rendre le parcours d'intégration obligatoire et l'usage d'une langue nationale obligatoire. Alors je peux vous dire que ça a toujours été la position de ma formation politique. Du CDH, et donc on entend bien que ce soit d'application maintenant dans les prochains mois. Il sera réellement en service quand, ce parcours d'intégration ? Mais ça dépendra aussi des arbitrages budgétaires au sein du gouvernement, mais je trouve qu'il y a urgence à mettre ça sur pied en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, est-ce que vous avez eu des jeunes de votre commune qui ont été identifiés comme étant des jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie ou ailleurs ? Oui. Combien, on peut savoir ? 2. Ouais. Ils sont suivis, la famille, ils sont identifiés. Qu'est-ce que doit faire un bourgmestre dans ces cas-là ? Un bourgmestre doit se tenir informé des mesures qui sont prises par rapport à la surveillance et à l'encadrement de ces personnes. Ouais. Quand ils vont revenir, ou je ne sais pas s'ils sont déjà revenus ou quand ils vont revenir, c'est quoi la solution ? On doit les laisser revenir, on doit les suivre, ou on doit dire quand il y a le retour, il faut qu'il y ait une structure adaptée, un centre de déradicalisation, ou c'est la case prison, ou la case IPPJ, c'est un mineur. C'est quoi la bonne solution ? La bonne solution, c'est de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait un encadrement de ces jeunes une fois qu'ils rentrent, qu'on ne les laisse pas comme ça dans la nature, qu'on ne les laisse pas non plus simplement sous un système de surveillance, mais qu'il y ait un accompagnement en profondeur de ces jeunes pour faire en sorte qu'ils ne retombent plus et qu'on ait les garanties absolues qu'ils ne retombent plus dans ces excès. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit créer des centres de déradicalisation, ça n'existe pas encore aujourd'hui en Belgique ? Non, mais ça veut dire en tout cas que toutes les instances au niveau social doivent pouvoir se mettre au service de l'encadrement de ces jeunes. Alors, il nous reste 5 minutes d'entretien. Je voudrais qu'on parle un petit peu de nuisances aériennes. Est-ce qu'on a toujours autant d'avions au-dessus du ciel de Woluwe-Saint-Pierre ou pas ? Il y en a toujours autant, malheureusement. Alors, un tout petit peu moins parce qu'on est en hiver et que donc il y a moins d'avions en hiver qu'en été, puisqu'il y a moins de charters. Mais malheureusement, la situation n'a pas changé. Ouais. Est-ce que Jacqueline Galland avance sur le dossier ou pas ? Alors, vous savez, moi, je regrette que Jacqueline Galland, contrairement à ce qu'elle a déclaré sur ses antennes ici, n'ait pas pris contact avec les bourgmestres. En tout cas, moi, je suis bourgmestre d'une commune qui est plus que concernée, puisqu'on a les décollages, on a les atterrissages. Elle a dit qu'il y avait eu une réunion avec les communes. Rien du tout. Vous n'avez pas été convoqué à une réunion? Je n'ai jamais été invité et je suis à disposition de Mme Galland pour essayer de contribuer à des solutions durables. Vous êtes en train de nous dire qu'elle n'a pas dit la vérité quand elle était en ce studio? En tout cas, pour le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre que je représente, je n'ai jamais été associé à quoi que ce soit, même pas un contact, pas un contact téléphonique, rien du tout, et pas une seule réunion avec Mme Galland. Je le regrette parce que moi, je me veux constructif dans ce dossier. Essayons de trouver ensemble des solutions durables
Et j'attire son attention sur le fait que si on ne le fait pas pour mi-2016, puisqu'il y a la réglementation européenne qui rentre en vigueur à ce moment-là, on ne le fera plus. Mi-2016, c'est dans moins d'un an et demi. Hein. Ouais, ce que Jacqueline Galland a confirmé, c'est qu'on allait bien activer le moratoire, qu'on allait bien revenir à la version précédente, mais qu'elle travaillait sur des mesures alternatives. Est-ce que vous pensez qu'elle peut trouver des mesures complémentaires au moratoire de manière à avoir une répartition qui n'est pas celle qui précédait au plan qu'on a appelé plan Watley, qui n'était pas non plus une situation satisfaisante pour les Bruxellois? Mais si l'EMR avait eu un peu de courage politique, il aurait, au moment de la formation du gouvernement, trouvé d'autres solutions que le moratoire. L'EMR va vous rétorquer que si Melchior Watley n'avait pas fait de plan, on ne serait pas là non plus. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, on est face à ce problème. Moi, je n'ai jamais dit que le plan Watley était un bon plan. On s'est retrouvé face à cette difficulté, et que fallait-il faire? Est-ce qu'il fallait revenir à la situation antérieure qui a déjà été condamnée aussi par des décisions judiciaires? Le risque existe que ce soit ça aujourd'hui? Ben évidemment, c'est ce que Mme Galland est en train de faire. On en revient à la situation. Elle ne travaille pas sérieusement sur les nouvelles mesures? Ah, ben manifestement, d'après ce que j'entends, et j'entends notamment du côté de Mme Frémaux, qui est en contact régulier avec Mme Galland, les choses n'avancent pas sur un certain nombre de solutions durables. Et les solutions durables, c'est quoi? C'est par exemple l'extension de la nuit. C'est par exemple le travail avec des aéroports régionaux pour délester un peu Bruxelles. C'est le choix des routes les moins densément peuplées. Tout ça, on n'avance pas là-dessus. Ouais. Céline Frémaux a eu raison de percevoir les astreintes, ou c'est un peu de politique politicienne? Ah non, elle a bien fait, parce qu'elle a été d'une sagesse exemplaire dans ce dossier. Elle a attendu 3 mois de voir si, enfin... Jacqueline Galland dit que 3 mois, c'est rien du tout, rien que constituer un cabinet, ça prend 1 mois et demi. Oh ben alors, Mme Galland travaille très très lentement. Mais en 3 mois, je peux vous dire qu'on aurait déjà pu faire avancer un certain nombre de dossiers, ou en tout cas tracer des pistes. Et aujourd'hui, on n'est nulle part sur les solutions durables à apporter au développement ou au non-développement de cet aéroport. Alors, il nous reste 1 minute. Le budget fédéral est dans le rouge. On a eu confirmation hier, dérapage budgétaire, 3,2%. Il faut se préparer à de nouvelles coupes budgétaires. Est-ce qu'un bourgmestre comme celui de Volée-Saint-Pierre est inquiet sur les finances de sa commune ou pas? Vous venez de voter un budget en équilibre, vous, hein? On vient de voter un budget en équilibre, mais en diminuant très fort notre capacité d'investissement en raison des règles européennes qui s'imposent à nous. Et donc ça veut dire qu'à l'avenir, les communes, et ça vaut pour toutes les communes dans ce pays, pourront de moins en moins investir. C'est, à mon avis, tout le contraire qu'il faudrait faire en période de crise économique si on veut un peu relancer l'activité économique. Ce n'est pas de l'austérité qu'il faut pour les communes, mais c'est leur permettre de développer un certain nombre de projets et notamment d'investir. Oui, mais on a parlé des nouvelles dépenses possibles en matière de sécurité en début d'entretien. On n'a pas évoqué les CPS, mais on sait qu'il y a un transfert d'un certain nombre de chômeurs qui vont venir dans les communes. Ça veut dire quoi? Vous allez être contraint d'augmenter les impôts ou pas? Ah, écoutez, moi j'ai pris l'engagement, lorsque je suis devenu bourgmestre, de ne pas augmenter la fiscalité dans ma commune. Je m'y tiendrai, ça très clairement. J'arriverai en 2018 sans augmentation de la fiscalité. Et toutes les communes pourront faire pareil? Ça, il faut demander à mes collègues. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, je m'y tiendrai et on trouvera d'autres solutions. Merci Benoît Sorex d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est François Heureux que vous retrouverez pour l'interview. On peut revoir l'interview tous les soirs sur Télé Bruxelles et on peut le consulter évidemment sur notre site internet télébruxelles.be. Bonne fin de journée à tous.